Alerte drame d'entreprise. Avant de plonger dans la nuit qui a réécrit l'histoire du pouvoir financier à Madrid, prenez une seconde. Si vous aimez les histoires de vengeance épiques et les échecs corporatifs, aimez et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer. Maintenant, commençons par la vérité cachée derrière les paillettes. L'architecte est le jeudi noir de Ricardo Gancho Huoc. Elle était là, un trophée de diamant, rayonnante sous les projecteurs du grand gala de la Fondation Valdés, l'événement le plus exclusif de l'année à Madrid. Les chuchotements de l'élite de la Castellana l'acclamaient comme la gagnante. La jeune et ambitieuse maîtresse avait enfin détrôné l'épouse oubliée. Son amant milliardaire, Ricardo Valdés, était à Antlieu. À quelques minutes d'un discours qui l'annoncerait implicitement comme le nouveau visage de son empire, scellant son triomphe dans un éclat aveuglant de flash. Ils croyaient avoir réécrit l'histoire, que l'avenir leur appartenait ce soir-là, mais ils avaient oublié un détail crucial. La femme qu'ils avaient écartée n'était pas seulement l'épouse. C'était l'architecte, et elle était sur le point de faire son entrée. L'air à l'arrière de la Rolls-Royce Phantom était dense du parfum de l'ambition de Sophia Marmol, un mélange personnalisé de fucking fabulous de Tom Ford et de l'odeur enivrante de la victoire imminente. Elle le lissa d'une main parfaitement soignée, dont les ongles arboraient un cramoisi provoquant appelé mépris, la soie de sa robe J. Mendel. Le tissu était de la couleur de l'or liquide, moulant son corps méticuleusement sculpté comme une seconde peau. C'était une déclaration. Ce soir, elle n'était pas juste un accessoire. Elle était le prix. À ses côtés, Ricardo Valdés, environ 55 ans, ajusta la Patek Philippe à son poignet. Le clic subtil du platine était le seul son dans l'intérieur luxueux. C'était un homme taillé dans le privilège et le pouvoir, avec une mâchoire aussi tranchante que son sens des affaires et des yeux de la couleur du vieil argent. Il lui sourit, un sourire confiant et prédateur, qui l'avait autrefois fait trembler. Maintenant, cela ressemblait juste à une confirmation. « Nerveuse, chérie ?» murmura-t-il, de cette voix de baryton grave qui avait charmé d'innombrables salles de conseil, et au cours des 18 derniers mois, elle aussi. Sophia rit, un son qu'elle avait pratiqué pour qu'il soit léger et effervescent. Nerveuse, Ricardo, j'ai l'impression d'être né pour ça, et d'une certaine manière, c'était vrai. Sophia n'était pas née dans le monde des penthouses du quartier de Salamanca, ni des étés à Marbella. Elle s'était frayé un chemin à coups de griffes. Elle avait commencé comme associée junior en marketing chez Innovations Valdés. Une fille aux grands yeux d'un quartier de classe moyenne, avec une faim que les autres stagiaires nés avec une cuillère en argent dans la bouche ne pouvaient pas comprendre. Elle ne voyait pas Ricardo seulement comme le PDG, mais comme le gardien d'un univers différent. Elle l'avait étudié, appris ses goûts, ses faiblesses, ses désirs. Sa plus grande faiblesse, avait-elle découvert, était sa vanité. Son plus grand désir était de se sentir jeune et adoré. Sa femme, Elena de la Riva, avait cessé de lui procurer cela depuis longtemps. Sophia n'avait vu que des photos d'elle. Une femme à la beauté classique et sévère, perpétuellement vêtue de tailleur Chanel, de bon goût mais peu inspirée. Les pages Société l'appelaient « la recluse Madame Valdés », un fantôme qui hantait la toile de fond de l'empire de son mari. Ricardo parlait d'elle avec un mélange de pitié et d'agacement, un arrangement commercial qui avait ranci. « Elle est confortable », disait-il ce mot avec dédain. « Elle ne comprend pas l'élan, le feu. » Sophia était tout feu, toute flamme. La voiture glissa jusqu'à s'arrêter devant l'entrée majestueuse,
du Musée national du Prado. Le gala de charité annuel de la Fondation Valdés était le joyau de la couronne du calendrier social de Madrid, une nuit où les titans de l'industrie payaient des sommes exorbitantes pour dîner parmi des artefacts anciens, le tout sous couvert de philanthropie. Ce soir allait être son couronnement. Pendant des semaines, les colonnes de potins, alimentées par des fuites anonymes provenant du téléphone secondaire de Sofia, avaient bourdonné. Ricardo Valdés se séparerait formellement de sa femme, et sa nouvelle compagne éblouissante était sur le point d'être officiellement révélée. Les flashs étaient aveuglants lorsqu'un assistant en uniforme ouvrit la porte. Ricardo sortit le premier, un roi inspectant son domaine. Puis il se tourna et offrit sa main à Sofia. Elle la prit, foulant le tapis rouge, alors qu'éclatait une cacophonie de déclenchement d'appareils photo. Elle sourit. Une parfaite et éblouissante démonstration de dents blanches, la tête haute. Elle pouvait sentir les regards, entendre les chuchotements frénétiques des journalistes. « Monsieur Valdés, est-ce que votre compagne officielle pour la soirée? » « Sofia, par ici. »« Qui l'habille? » Elle laissa Ricardo gérer la presse, sa main possessivement ancrée au creux de son bras. À l'intérieur du grand hall, il y avait une mer de bijoux étincelants et de smoking sur mesure. Un quatuor à cordes jouait Vivaldi depuis un balcon, les notes tissées à travers la conversation polie. Sofia scruta la salle, buvant le pouvoir, la richesse effrontée. Elle vit Diego Soler, le principal rival de Ricardo chez Soler Enterprises, les observant avec une grimace cynique. Elle vit des socialités, dont elle avait étudié les fils Instagram comme des manuels scolaires, leurs visages mélangeant envie et désapprobation. Elle s'en délectait. Ricardo se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Regarde, c'est ta place, pas cachée dans un manoir poussiéreux du quartier de Salamanca. » C'était un coup direct porté à Elena, et cela émut Sofia. Elle lui serra le bras. « C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Ils se déplacèrent dans la foule, un vortex de pouvoir et de scandale. Ricardo était dans son élément, saluant sénateurs et gestionnaires de fonds spéculatifs avec aisance, sa main toujours posée de manière propriétaire au bas du dos de Sofia. Il la présenta avec une ambiguïté délibérée qui alimentait la spéculation. « Voici Sofia Marmol, ma nouvelle et visionnaire partenaire. » Elle joua son rôle à la perfection, discutant des tendances du marché avec un milliardaire de la technologie un instant et félicitant une doyenne de la société pour son collier Harry Winston l'instant d'après. Elle sentait leur jugement, l'évaluation froide dans leurs yeux, mais elle confondit cela avec de la jalousie. Ils regardaient l'avenir, et elle était l'avenir. Elena Valdés était le passé, une photographie en noir et blanc dans un monde numérique. Plus tard, alors qu'ils se tenaient près des ménines, éclairées de façon spectaculaire dans leur salle d'honneur, Ricardo fit tintir sa coupe de champagne contre la sienne. « Santé !» Au nouveau départ, porta-t-il un toast, ses yeux fixés dans les siens. « À l'avenir !» répondit-elle, la voix rauque d'émotion. L'avenir d'Innovation Valdés, l'avenir de son nom Marmol lié au sien, l'avenir pour lequel elle s'était battue, avait comploté, et maintenant, enfin, gagné. Elle regarda autour de la salle magnifique, les gens puissants qui devaient, maintenant, la reconnaître, et l'homme à ses côtés qui lui avait tout donné. L'épouse, Elena, était une non-entité, une note de bas de page, dans une histoire qui était désormais sans équivoque la sienne. Elle avait gagné. Simplement,
Il n'y avait pas d'autre résultat possible. Ricardo Valdez ressentit une vague de pouvoir pur et non frelaté. C'était une sensation plus enivrante que le Dom Pérignon millésimé qui coulait à flot, plus satisfaisante que de conclure un accord de plusieurs millions. Debout avec Sofia à son bras, il n'était pas seulement Ricardo Valdez. Oui, moi. Il était une force de la nature, un homme renaissant. Il regarda Sofia, sa robe dorée brillant sous l'éclairage soigneusement orchestré du musée. Elle était exquise, un symbole parfait de son succès. Jeune, vive, belle et complètement dévouée à lui. Elle le regardait avec une admiration qu'Helena n'avait pas montrée depuis plus d'une décennie. Helena le regardait avec le regard froid et évaluateur d'une partenaire commerciale, une comptable silencieuse, qui pesait ses défauts. Il détestait ce regard. Il détestait la façon calme dont elle pouvait disséquer ses plans les plus ambitieux avec une seule question logique. Il détestait que l'argent de sa famille, la graine initiale qui avait tout commencé, soit un fait silencieux et tacite qui pendait entre eux. Il avait pris cette somme insignifiante et avait construit un empire. Son empire. Il avait fait le travail, pris les risques, courtisé les investisseurs. Elle avait simplement existé. Une partenaire silencieuse, dans une vie qu'elle ne semblait plus intéressée à vivre avec passion. Ce soir était une déclaration d'indépendance. En amenant Sofia ici, à son gala, il faisait une déclaration au monde, et plus importante encore, à Helena. Il avait fini de jouer le rôle du mari obéissant. Le nom Valdez était le sien. L'entreprise était la sienne. Et il aurait une femme à son bras qui reflèterait sa propre brillance, pas l'héritage rance du vieil argent de la famille de sa femme. « Ricardo, chéri, Diego Soler nous regarde avec des poignards dans les yeux », chuchota Sofia en se rapprochant de lui. Ricardo suivit son regard et vit son rival debout près d'un buste romain, un whisky à la main et un sourire sardonique aux lèvres. « Qu'il regarde », dit Ricardo avec un geste de dédain. « C'est un dinosaure. Son entreprise repose sur une technologie ancienne. Nous sommes l'avenir. » Il le croyait. Innovation Valdez était en plein essor grâce à une série d'acquisitions agressives et au lancement de sa nouvelle plateforme d'IA, Prométhée. C'était sa vision, son génie. Il avait dirigé le navire et récoltait maintenant les récompenses. En tant qu'hôte du gala, il devait prononcer le discours principal après le dîner. Il avait retouché le discours lui-même cet après-midi-là, ajoutant des lignes subtiles qui, pour l'oreille avertie, signaleraient le changement de garde. Il parlerait de nouvelles ères, de se détacher du passé pour embrasser un avenir audacieux et de l'inspiration qui pousse un homme à atteindre de nouveaux sommets. Il ferait un geste vague en direction de Sofia en le disant, et les colonnes de potins auraient leur titre le lendemain matin. Il guida Sofia vers leur table, au centre et devant, avec une petite plaque indiquant « Réservé pour Monsieur Ricardo Valdez ». Il s'assura de tirer sa chaise, lui-même, une démonstration publique de chevalerie autant pour elle que pour les centaines de pères dieux qui les observaient. Le dîner fut un flou de saumon poché et de conversations significatives. Il noua des contacts, il charma, il présida la cour. Tout le temps, il était très conscient de Sofia à ses côtés, sa présence étant une validation constante et excitante. Il ressentit une pointe de culpabilité, mais elle était superficielle, facilement écartée. Helena avait choisi cela. Elle avait choisi ses œuvres caritatives, ses déjeuners tranquilles au Ritz, son existence prévisible et sans passion. Elle s'était déconnectée de leur mariage il y a des années, ne lui laissant d'autre choix
que de chercher la vie ailleurs. C'était une conséquence de sa propre froideur, pas de son infidélité. Ou c'est ce qu'il se disait. Lorsque le moment arriva, le président de la fondation, un homme corpulent nommé Arturo Ramos, marcha vers la scène. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de présenter l'homme dont la vision et la générosité rendent tout cela possible. Le fondateur et PDG d'Innovation Valdés, M. Ricardo Valdés. Les applaudissements, polis mais enthousiastes, remplirent la salle. Ricardo se leva, boutonnant sa veste de smoking brionné sur mesure. Il serra la main de Sophia sous la table, une promesse silencieuse. « Souhaite-moi bonne chance », chuchota-t-il. « Tu n'en as pas besoin », expira-t-elle, les yeux brillants d'adoration. Il marcha vers la scène, les lumières brillantes réchauffant son visage. Il se sentait invincible. Il saisit les côtés du pupitre, regardant les visages des personnes les plus puissantes de Madrid. Tous étaient là, suspendus à chacune de ses paroles. Il était le roi de ce château. Il commença son discours, sa voix résonnante et sûre. Il parla du travail de la fondation, de l'innovation, de l'avenir. Il était au milieu d'une anecdote bien répétée sur un voyage récent au bureau de Tokyo quand il le vit. Un changement subtil dans la salle, une vague de chuchotements commençant depuis l'arrière, près de la grande entrée. Les têtes tournaient, non pas vers lui, mais s'éloignant de lui. L'attention focalisée de la salle se fracturait, se dissipait. Un éclair d'irritation traversa son visage. Il perdait son public. Qu'est-ce qui pouvait être plus important que lui? Il suivit leur regard. Une silhouette était apparue dans l'arche principale, silhouettée un instant contre la lumière du grand hall. Les chuchotements devinrent plus forts, plus urgents. Son flux confiant vacilla. Il s'interrompit au milieu d'une phrase, sa bouche soudainement sèche. La silhouette entra dans la lumière. C'était une femme. Pas moi. Elle portait une tenue éblouissante. Elle portait un tailleur pantalon Armani bleu nuit, parfaitement ajusté, qui criait le pouvoir, pas la beauté. Ses cheveux blonds argentés étaient rassemblés en un chignon sévère et élégant, et sur son revers se trouvait une simple broche en diamant qu'il n'avait pas vue depuis des années. C'était le premier bijou qu'il lui avait offert. C'était Elena. Son cœur cogna contre ses côtes. Elle n'était pas censée être là. Elle ne venait plus jamais à ces choses. Elle détestait la publicité, les poignées de main. Sa présence était une violation de leurs règles tacites. Il regarda de son visage froid et calme vers Sophia à la table, dont la propre expression de triomphe s'était figée en un masque d'incrédulité et d'horreur. Le roi sentit soudain son trône, une chose grande et solide, trembler sous lui. L'apparition soudaine et sculpturale d'Elena Valdés n'a pas seulement fait onduler la salle, elle a fracturé la réalité soigneusement construite de la soirée. Le vernis poli de la haute société, généralement si résistant, se fissura sous le poids de son arrivée silencieuse et inattendue. Le quatuor à cordes, sentant le changement sismique dans l'atmosphère, vacilla un instant. Un violon seul, crissant une note discordante, avant qu'il ne reprenne précipitamment. Mais c'était déjà trop tard, le charme était rompu. Diego Soler, qui observait la performance pavanée de Ricardo avec l'amusement distant d'un prédateur expérimenté, se recula dans sa chaise et prit une gorgée lente de son Macallan 25. Il connaissait Ricardo depuis 2 décennies. Il avait concouru contre lui et méprisait son approche ostentatoire et sans substance des affaires. Il avait observé Ricardo parader avec sa jeune maîtresse toute la soirée, avec un sentiment de sombre satisfaction, sachant qu'une telle arrogance finit toujours par trouver son dû.
Il ne s'attendait simplement pas à ce que ce soit si rapide et si magnifiquement dramatique. « Tiens, murmura-t-il au banquier d'affaires, assis à côté de lui. Le fantôme des banquets passés. Le banquier, un homme nommé Gerardo, plissa les yeux vers l'entrée. « Mon Dieu, est-ce elle? C'est Elena. Je ne l'ai pas vue sortir depuis des années. Que porte-t-elle? Un tailleur pantalon pour le gala du Prado. »« Elle n'est pas là pour la mode, Gerardo, » dit Diego, un rare sourire authentique touchant ses lèvres. « Elle est là pour les affaires, à une table proche. Béatrice Castro, chroniqueuse mondaine pour un magazine haut de gamme, dont la plume pouvait faire ou défaire une réputation, dictait déjà un message frénétique sur son téléphone. Elena Valdez vient d'arriver. Je répète, Elena Valdez. Elle a l'air formidable. Ce n'est plus un simple scandale mondain. C'est une déclaration de guerre. Obtenez un photographe à l'entrée. Maintenant, oubliez les célébrités de liste B dans les escaliers. Les chuchotements éteignent maintenant un bourdonnement bas et persistant, le son de 100 conversations privées se produisant à la fois. Regardez le visage de Sofia. On dirait qu'elle a vu un fantôme. Pauvre fille. Elle pensait vraiment qu'elle l'avait. Ne ressentez pas de pitié pour elle. Elle savait dans quoi elle s'embarquait. Mais faire ça ici, devant tout le monde, c'est magnifique et absolument brutal. Ricardo a l'air d'aller faire un anévrisme sur scène. Ils avaient raison. Sur la scène brillamment éclairée, Ricardo Valdez était figé. Son discours, sa posture sûre, sa personnalité soigneusement élaborée. Tout s'était évaporé. Il ressemblait à un homme qui avait été pris non seulement la main dans le pot de biscuits, mais en train d'essayer de voler toute l'usine de biscuits. Ses yeux bougeaient entre Elena, une vision de composition glaciale marchant lentement et délibérément vers la salle, et Sofia, dont le visage était devenu pâle sous son maquillage coûteux. La robe dorée de Jay. Mendel, qui avait semblé si triomphante quelques instants auparavant, semblait maintenant criarde. Le costume d'une usurpatrice ratée. Sofia était piégée dans un cauchemar. Son esprit s'emballait. Ce n'était pas possible. Elena était censée être à la maison, en train de cataloguer sa collection de porcelaine ou quoi que ce soit qu'elle faisait. Elle était le passé, une relique. Pourtant, elle était là en personne, attirant plus d'attention avec sa foulée silencieuse que Sofia avec sa grande entrée méticuleusement planifiée. Chaque pas que faisait Elena était un clou dans le cercueil des rêves de Sofia. Les regards qui avaient semblé être de l'envie il y a seulement quelques minutes ressemblaient maintenant à de la pitié pure et non frelatée. Elle voulait que le sol l'engloutisse. Elena ne regarda pas son cher et tendre. Elle ne regarda pas sa maîtresse. Son regard était fixé devant elle, parcourant la salle avec une autorité tranquille qui était déconcertante. Elle ne salua personne. Pourtant, tout le monde sentit sa présence. La foule s'ouvrit instinctivement devant elle, créant un chemin clair vers la scène. Elle marchait non pas avec colère, mais avec le but, sans hâte de quelqu'un qui possédait le sol même. Arturo Ramos, le président de la fondation, se précipita en avant, son visage un masque de confusion et de panique. « Elena, chère amie, quelle surprise! Nous ne t'attendions pas. » Elena s'arrêta et lui adressa un petit sourire froid qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suis une mécène des arts, Arturo, et je suis toujours membre du conseil de cette fondation. Je crois que mon invitation s'est simplement perdue. Peu importe, je suis là maintenant. » Sa voix était calme, cultivée, et se transmit clairement dans la salle soudainement silencieuse. Elle ne contenait aucune trace d'hystérie
ou de tremblement d'une femme dédaignée. C'était la voix d'une PDG sur le point de s'adresser à son conseil, et elle envoya un frisson collectif à l'audience. Ricardo, toujours paralysé sur scène, la vit approcher. Il ressentit une peur primaire qu'il n'avait pas éprouvée, depuis qu'il était un jeune homme désespéré pour sa première ronde de financement. Il la vit passer devant la table de Diego Soler et vit son rival lever son verre vers elle dans un toast silencieux et respectueux. Le geste ne lui échappa pas. Les alliances changeaient, les opinions se consolidaient, et il était du mauvais côté. Il essaya de reprendre le contrôle, de sauver la situation d'une manière ou d'une autre. Il s'éclaircit la gorge, tapotant le microphone. Eh bien, une invitée inattendue. Comme je le disais, mais personne ne l'écoutait. Tous les yeux étaient rivés sur Elena alors qu'elle arrivait au petit escalier menant à la scène. Elle s'arrêta en bas, levant enfin les yeux pour rencontrer les siens. Son expression était complètement illisible, un océan placide cachant des profondeurs incalculables. Et puis, avec une grâce qui était à la fois terrifiante et belle, elle commença à monter. Le temps sembla ralentir alors qu'Elena Valdés posait une main sur la rampe en laiton poli et commençait à monter les 4 courtes marches vers la scène. Chaque pas était un tonnerre silencieux dans la salle caverneuse. Le tintement de ses talons simples, Manolo Blahnik sur le bois, était le seul son. Le quatuor à cordes, ayant finalement renoncé à toute prétention de jouer, leurs archets flottant immobiles au-dessus de leurs instruments. Le bruit des couverts cessa. Les chuchotements moururent. Un profond silence anticipatif descendit, épais et lourd comme du velours. Elena se déplaça avec une économie de mouvement qui démentait la confusion qui se déchaînait sous la surface. Pendant 2 jours, elle avait vécu de peu plus que de café noir et d'une rage froide et brûlante. Son avocat, Alistair Finch, un homme qui avait servi sa famille de la Riva pendant 40 ans, avait conseillé une approche plus calme et privée. « Nous déposons les papiers, Elena. Laissons les avocats s'en occuper. Une scène publique ne fera que ternir le nom Valdés », l'avait-il averti dans son bureau poussiéreux, lambrissé de bois. « Ricardo a déjà terni le nom Valdés », avait-elle répliqué, la voix dangereusement basse. « Mon nom, il l'a fait publiquement, avec délice. » La réponse doit aussi être publique, Alistair, voyant la détermination dans ses yeux, la même détermination qu'il avait vue sur le visage de son père lorsqu'il avait construit sa fortune initiale. Il avait simplement hoché la tête et dit « Très bien, qu'avez-vous besoin de moi ?» Maintenant, en arrivant sur scène, elle ne ressentit pas de peur, mais une étrange clarté libératrice. Elle avait passé 20 ans comme partenaire silencieuse, la force tranquille derrière le trône, permettant à Ricardo d'être le visage de leur succès partagé, parce qu'il désirait les projecteurs et qu'elle désirait des résultats. Elle avait géré les fiducies familiales, supervisé les efforts philanthropiques et fourni la richesse fondatrice stable qui permettait à Ricardo d'avoir la liberté de prendre ses risques célébrés. Elle avait toléré son ego, ses indiscrétions occasionnelles, les confondant avec les excentricités triviales d'un homme puissant. Mais ceci, ce couronnement public d'une subordonnée bon marché et ambitieuse, n'était pas une indiscrétion, c'était une annulation. Il essayait de l'effacer de l'œuvre de sa propre vie. Ricardo, finalement secoué de sa paralysie, fit un pas en arrière du pupitre. Un éclat de sueur était visible sur son front, sous les lumières chaudes de la scène. « Elena !» siffla-t-il. Sa voix un murmure rauque que le microphone n'avait heureusement pas capté. « Que diable crois-tu faire? C'est ma soirée !» Elena ne lui répondit pas. Elle marcha à côté de lui, lui laissant une large marge comme s'il était un meuble contaminé. Elle s'approcha du pupitre, sa posture parfaite,
son expression sereine. L'audience retint collectivement son souffle. Ils s'attendaient à une scène, une dispute à grands cris, un verre jeté, le drame désordonné habituel des riches et trahis. Elle ajusta tranquillement le microphone, l'abaissant légèrement pour l'adapter à sa taille. Le petit mouvement fut si délibéré, si dépourvu de panique, qu'il fut plus impactant que n'importe quel éclat aurait pu l'être. Elle regarda la mère de visage, son regard les parcourant, les reconnaissant, prenant le commandement. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux de Sophia. La jeune femme se recroquevilla comme si elle avait été frappée. Dans ce seul regard fugace, Sophia ne vit pas la fureur d'une rivale, mais quelque chose de bien pire, une insignifiance absolue. C'était le regard qu'on pourrait accorder à une mouche bourdonnant près d'une table de banquet, une nuisance à traiter rapidement et à oublier. À ce moment-là, Sophia Marmol comprit qu'elle n'avait jamais été une joueuse dans ce jeu. Elle n'avait été qu'un pion, et elle était sur le point d'être sacrifiée. Elena regarda ensuite Ricardo, flottant inutilement derrière elle, son visage une toile bigarrée de fureur et de peur. Son expression resta inchangée, mais une lueur de quelque chose, de la pitié peut-être, ou un mépris final et fatigué, passa dans ses yeux. Il avait été son mari, l'homme qu'elle avait un jour aimé, le père de ses enfants. Maintenant, il n'était qu'un passif, un problème à gérer. Finalement, elle dirigea toute son attention vers l'audience. Elle appuya légèrement ses mains sur les côtés du pupitre, ses doigts fermes. Elle prit une respiration douce et régulière. La salle était si silencieuse que le faible bourdonnement du système de climatisation du musée était audible. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix parfaitement modulée, calme et claire, amplifiée par le système de sonorisation pour remplir chaque recoin du vaste espace. « Je vous prie d'excuser cette interruption. Mon mari semble avoir perdu le fil de son discours. » Quelques rires nerveux rompirent le silence. La phrase fut prononcée avec une telle précision qu'elle était à la fois une excuse d'épouse et une critique dévastatrice. Le visage de Ricardo s'assombrit d'humiliation. « Il a l'habitude de se laisser emporter », continua Elena, sa voix toujours douce comme la soie. Surtout quand il s'agit de raconter des histoires, il a toujours été un conteur merveilleux. Mais je trouve que, à mesure que l'on vieillit, les faits deviennent beaucoup plus importants que la fiction. Elle fit une pause, laissant les mots pendre dans l'air. L'hameçon était posé. Tout le gala. Des sénateurs aux socialites se pencha en avant. Ils n'étaient plus spectateurs d'un dîner de charité. Ils étaient l'audience d'une exécution publique. Et le bourreau était une femme en tailleur-pantalon Armani. « Mon mari, » continua Elena d'une voix inébranlable, « a parlé ce soir d'un avenir audacieux pour Innovation Valdés. Il a parlé de nouvelles visions, de nouvelles inspirations. Et sur ce point, nous sommes entièrement d'accord. L'entreprise entre en effet dans une nouvelle ère. Ce qu'il n'a pas mentionné, cependant, c'est la mécanique précise de cette transition. » Elle fit une pause, prenant une gorgée délibérée du verre d'eau que Ricardo avait laissé sur le pupitre. Le simple acte était d'une confiance suprême, un moment de ponctuation qui maintint 1000 personnes au garde-à-vous. Ricardo, debout derrière elle, ressemblait à un homme cherchant une sortie sur un navire en train de couler. Il ouvrit la bouche pour intervenir, pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Il était impuissant. La scène était à lui, mais la nuit était à elle. La plupart d'entre vous me connaissent comme Elena Valdés, la femme de Ricardo. Dit-elle,
ses yeux parcourant les visages de personnes qu'elle connaissait depuis des décennies. La calme, celle qui préside le comité de la bibliothèque et organise le déjeuner caritatif occasionnel. Ce fut un récit qui fut longtemps pratique. Il a permis à mon mari d'être le visage public de nos efforts, pendant que je gérais les aspects fondateurs moins glamour, mais beaucoup plus critiques de notre richesse. Un murmure parcourut la salle. Ce n'était pas le discours d'une femme dédaignée. C'était le discours d'une présidente du conseil. Quand mon père, Georges de la Riva, est décédé, la voix d'Helena prit un ton plus aigu et clinique. Il a laissé tout son patrimoine, y compris son portefeuille de brevets de semi-conducteurs innovants, dans une fiducie. La fiducie testamentaire Helena de la Riva, pour être exact. Ce fut cette fiducie, et seulement cette fiducie, qui fournit le capital initial, la propriété intellectuelle et la garantie pour les 5 premières années de l'entreprise, qui allait devenir Innovation Valdez. Diego Soler se redressa sur sa chaise, le scotch oublié. Lui, comme tous les autres, avait supposé que Ricardo avait construit l'entreprise à partir de zéro, un récit classique d'homme autodidacte. La vérité était beaucoup plus complexe et beaucoup plus dévastatrice. La structure juridique est assez simple pour ceux d'entre vous dans la finance, continua Helena, une touche d'acier entrant dans sa voix. La fiducie est l'actionnaire majoritaire d'Innovation Valdez, avec 62% de toutes les actions avec droit de vote. Je suis la seule fiduciaire et unique bénéficiaire de cette fiducie. Mon mari s'est vu accorder le poste de PDG et président dans le cadre d'un accord de gestion, un accord subordonné à ce qu'il agisse dans le meilleur intérêt financier de la fiducie, de mes intérêts. Le silence dans la salle était maintenant absolu, une lourde couverture étouffante. Chaque personne présente recalculait furieusement sa compréhension de Ricardo Valdez. Le roi était un régent. L'empereur était nu. Question clé. À ce moment de triomphe maximal pour Sofia, pensez-vous que le destin lui sourira, ou l'arrogance de Ricardo sera-t-elle la perte des deux? Commentez ci-dessous votre prédiction, avant que nous ne continuions. Au cours des 18 derniers mois, dit Helena, son regard se dirigeant finalement brièvement vers Sofia, qui semblait sur le point de s'évanouir physiquement. Monsieur Valdez s'est engagé dans un comportement qui ne peut être décrit que comme imprudent. Il a utilisé des fonds corporatifs pour des extravagances personnelles qui vont bien au-delà des limites de son forfait de rémunération. Il a exploité les actifs de l'entreprise pour obtenir des prêts personnels pour des entreprises non liées aux affaires. Elle laissa l'euphémisme pendre dans l'air, une fléchette empoisonnée, et ses récentes tentatives d'installer une personne manifestement non qualifiée. Ses yeux étaient maintenant fixés sur Sofia, froids et implacables. Dans un rôle stratégique senior, sans l'approbation du conseil, constitue un manquement flagrant à son devoir fiduciaire. Sophie a senti 1000 paires d'yeux sur elle, la mettant à nu. C'était vrai. Ricardo lui avait promis un poste de directrice de la stratégie nouvellement créée, un titre qui cimenterait sa position et lui donnerait un salaire à 7 chiffres. Cela avait semblé être le prix ultime. Maintenant, c'était juste une autre preuve dans son humiliation publique. Par conséquent, annonça Helena, sa voix résonnant de finalité. À partir de 9 heures ce soir, une ordonnance judiciaire d'urgence a été déposée auprès de la Cour suprême de l'État et remise au Conseil. Conformément à la section 7B de l'accord de gestion, la clause de moralité, pour ceux qui apprécient une touche d'ironie, j'ai exercé mon droit en tant qu'unique fiduciaire de résilier le contrat de gestion de Ricardo Valdez pour juste cause. Avec effet immédiat, un halètement collectif parcourut la salle.
Ce fut une onde de choc audible. Par la présente, il est destitué en tant que PDG et président du conseil d'administration d'Innovation Valdez, déclara Elena. Ricardo tituba d'un pas en arrière, le visage cendré. Il ne regarda pas Elena, mais les visages stupéfaits de ses pairs, ses amis, ses rivaux. Il ne vit pas de sympathie. Il vit seulement le calcul froid et dur d'un changement de pouvoir. Il n'était plus l'un des leurs. De plus, Elena n'avait pas fini. Elle tournait le couteau dans la plaie. Le conseil a été convoqué par téléconférence d'urgence il y a 2 heures. Ils ont voté à l'unanimité pour installer un PDG par intérim pour superviser les opérations pendant qu'un remplaçant permanent est trouvé. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'assumerai le rôle de présidente exécutive pour guider l'entreprise à travers cette transition. Elle regarda directement Ricardo et, pour la première fois, une once d'émotion se montra sur son visage. Une profonde déception glaciale. « Ricardo, tes effets personnels seront emballés et envoyés à ton club. Les serrures du manoir ont été changées. Les comptes corporatifs ont été gelés. Un paquet d'indemnités, beaucoup plus généreux que ce que tu mérites, a été rédigé par mon avocat. Je te suggère de le signer. » Puis elle regarda de nouveau l'audience. « Je m'excuse d'apporter des affaires à un événement caritatif, mais lorsqu'une infection est trouvée, elle doit être extirpée rapidement et proprement avant qu'elle n'empoisonne tout l'organisme. Innovation Valdez est une entreprise forte. Elle a été construite sur une base solide et aura un avenir audacieux, nouveau et transparent. Merci. » Sur ce, elle s'écarta du pupitre. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait pas pleuré. Simplement et méthodiquement, avec la précision d'un chirurgien, elle avait démantelé la vie et l'empire d'un homme en moins de 5 minutes. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le seul son était le clic frénétique, presque silencieux, des pouces de Béatrice Castro sur l'écran de son téléphone. Son visage éclairé par sa lueur alors qu'elle écrivait l'histoire qui briserait Internet avant minuit. Les invités étaient figés, coincés entre l'excitation d'assister à une implosion aussi monumentale et la gêne sociale de ses conséquences immédiates. Alors le barrage se rompit. Les photographes qui avaient été retenus au bord de la salle se précipitèrent, leur flash éclatant dans une frénésie aveuglante et stroboscopique. Ils ignorèrent Elena, qui était maintenant flanquée discrètement par 2 hommes, à l'air sévère, en costume sombre, qu'elle avait engagés pour l'occasion. Leurs objectifs visaient directement les 2 figures échouées sur scène, le roi déchu et son aspirante reine. Ricardo Valdez restait comme pétrifié, son visage un masque grotesque d'incrédulité. Le monde qu'il avait construit, l'identité qu'il avait si soigneusement soignée, avait été anéanti. Il n'était plus Ricardo Valdez, le PDG visionnaire. Il n'était qu'un homme dans un costume cher, qui avait été licencié par sa femme devant tous ceux qu'il connaissait. Il vit son rival, Diego Soler, se lever lentement et commencer un applaudissement lent et délibéré. C'était un applaudissement d'un seul homme, mais il était assourdissant dans sa moquerie. Bientôt quelques autres, ceux qui avaient longtemps nourri du ressentiment pour l'arrogance de Ricardo, se joignirent. Ce n'était pas une ovation. C'était un verdict. Le monde de Sophia s'était rétréci à la taille de la table, devant elle. Les regards, les flashs, les regards de pitié et de mépris étaient des coups physiques. Sa robe dorée ressemblait à un costume de clown. Le collier de diamants que Ricardo lui avait offert, celui qu'elle avait arboré sur Instagram quelques heures plus tôt avec la légende. L'avenir est brillant. Il ressemblait à un poids de plomb autour de son cou. Elle repoussa sa chaise.
un instinct animal désespéré de fuir. Elle devait sortir. Elle trébucha, ses talons aiguilles s'accrochant dans le tapis épais. Elle ne regarda pas Ricardo. Il n'était plus son billet pour les étoiles. Il était l'ancre qui l'entraînait au fond de l'océan. Ses yeux cherchèrent une voie d'évasion, mais il n'y en avait aucune. Elle était le centre d'une tempête de sa propre création. Pendant ce temps, Helena descendit de la scène avec le même but tranquille avec lequel elle était montée. Son avocat, M. Alistair Finch, se matérialisa à ses côtés avec un dossier sous le bras. Il avait attendu discrètement près de la sortie comme prévu. « Exécuté à la perfection », murmura Helena la voix pleine de fierté. « C'était nécessaire, Alistair », répondit-elle la voix basse. Elle ne ressentit pas de triomphe, seulement un sombre sentiment de finalité. Ce n'était pas un tour d'honneur, c'était une opération de nettoyage. Alors qu'elle marchait dans la foule ouverte, les gens qui l'avaient à peine reconnue pendant des années réclamaient maintenant son attention. « Helena, magnifique, chère amie, s'il y a quelque chose que je peux faire, nous devrions déjeuner. Mon bureau appellera le tien. » Elle leur donna à tous le même petit sourire évasif, ses yeux déjà focalisés sur l'avenir. Elle n'était plus seulement une épouse ou une socialite. Elle était le pouvoir dans la salle, et tout le monde se réalignait avec le nouveau centre de gravité. Son regard rencontra celui de Diego Soler. Il s'approcha d'elle, sa grimace précédente remplacée par un regard de respect authentique. « Helena, » dit-il, sa voix un murmure bas. C'était la prise de contrôle d'entreprise la plus impressionnante dont j'ai été témoin, et j'en ai vu d'autres. « Ce n'était pas une prise de contrôle, Diego, » le corrigea-t-elle froidement. « C'était une restauration de l'ordre. Il l'a senti, acceptant la correction. Si vous avez besoin d'un vote amical au conseil ou d'un allié dans cette ville, vous avez mon numéro. »« Merci, Diego, je m'en souviendrai, » dit-elle. Et puis, elle continua sa sortie constante et sans hâte. De fait, de retour sur scène, la réalité s'écrasa finalement contre Ricardo. Il tituba vers le pupitre, si agrippant pour se soutenir. Il regarda le chaos, son héritage se transformant en cendres. Il vit Sophia, le visage sillonné de larmes, se frayant un chemin à travers la foule bouche bée vers une sortie latérale, une paria fuyant la scène de sa propre chute. Elle était partie. Le rêve était terminé. Il ressentit une rage brûlante et impuissante. Il ouvrit la bouche, peut-être pour crier, pour protester, pour dire quelque chose, n'importe quoi, pour récupérer une once de sa dignité. Mais un agent de sécurité, l'un des hommes qu'Helena avait engagés, monta sur scène. Il était grand, impassible, et se tenait trop près. « Monsieur Valdez, » dit le garde, d'une voix polie mais ferme, « je crois qu'il est temps de partir. » L'humiliation publique fut complète. Escorté par un garde comme un intrus ordinaire, Ricardo Valdez fut sorti de la scène et de la salle. Le son des obturateurs d'appareils photo le suivant comme une rafale de tirs. Le gala était terminé. 2 semaines plus tard, le bureau d'angle au 54e étage du bâtiment Innovation Valdez, maintenant rebaptisé officiellement Technologies de la Riva, était méconnaissable. L'acajou sombre, les chaises en cuir rembourrées et le voilier monté de l'un des ridicules voyages de pêche de Ricardo avaient disparu. À leur place, il y avait des lignes épurées, de l'art moderne et un grand bureau en verre qui était presque entièrement dégagé. À l'exception d'un ordinateur portable et d'une seule et parfaite orchidée blanche. Helena était debout près des baies vitrées du sol au plafond, regardant le chaos contrôlé de la Grande Via. Aujourd'hui, elle ne portait pas un costume de pouvoir,
mais une robe en cachemire simple et élégante, d'un ton bleu cobalt profond. Elle se sentait plus légère. Le poids de 20 ans à soutenir un fragile ego masculin avait été levé, et à sa place se trouvait la charge énergisante de la responsabilité authentique. Sa première semaine en tant que présidente exécutive avait été un tourbillon. Elle s'était adressée personnellement à toute l'entreprise lors d'une réunion, leur assurant stabilité et une nouvelle direction centrée sur l'innovation durable, au lieu des acquisitions imprudentes et sensationnalistes de Ricardo. Elle avait promu une ingénieure brillante et négligée au poste de directrice de la technologie et avait commencé le processus de démêler le désordre financier que Ricardo avait laissé derrière lui. Les marchés, après un choc initial, avaient réagi favorablement. L'action, maintenant sous le nom de l'Arriva, s'était redressée. L'histoire de l'épouse calme, qui était secrètement la fondatrice de Génie, était un récit que les investisseurs pouvaient soutenir. Son téléphone vibra. C'était un SMS de sa fille, étudiante de 3e cycle à Stanford. « As-tu vu l'article de Forbes, la matriarche de Madrid? Tu es officiellement une légende, maman. Très fière de toi. » Elena sourit, un sourire authentique et sans fardeau. C'était pour ça, plus que tout cela avait eu lieu. Pour réclamer non seulement son entreprise, mais sa propre histoire pour elle et pour ses enfants. Les destins des 2 autres joueurs du drame s'étaient déroulés de manière tout aussi publique. Ricardo, après une semaine à se cacher dans son club de golf, avait tenté une offensive de relations publiques, donnant une interview désastreuse où il se peignait comme la victime d'une femme vengeresse et avide de pouvoir. Cela se retourna contre lui de façon spectaculaire. Il devint la risée, un mème, une histoire avec morale chuchotée dans les salles de conseil de tout le pays. Dépouillé de son pouvoir corporatif et de sa position sociale, il était un homme creux, cliquetant dans un monde qui n'avait plus de place pour lui. Ses avocats se battaient maintenant pour les restes du généreux paquet d'indemnités qu'Elena avait offert. La chute de Sophia avait été encore plus précipitée. Sa carrière d'influenceuse, construite sur une image de luxe et d'accès aspirationnel, s'évapora du jour au lendemain. Les marques l'abandonnèrent. Ses abonnés, qui l'avaient enviée auparavant, se moquaient maintenant d'elle sans relâche dans la section des commentaires. L'usurpatrice, l'appelait-il, le visage de l'échec. Elle avait désactivé ses comptes, vendu les bijoux que Ricardo lui avait donnés pour payer son loyer et disparu de la vue du public. Ses 15 minutes de gloire s'étaient terminées en une vie d'infamie. Elle avait tout misé sur un roi pour découvrir qu'il était un bouffon. Elena ressentit une pointe fugace de quelque chose ressemblant à de la pitié pour eux deux. Ils étaient victimes de leur propre avidité et arrogance. Mais elle ne s'attarda pas là-dessus. Elle regardait vers l'avant, pas vers l'arrière. Son assistante bourdonna par l'interphone. « Simona Valdés, Monsieur Soler est en ligne pour vous. » Elena s'approcha de son bureau et décrocha le téléphone. « Diego, à quoi dois-je ce plaisir? Je viens de voir votre dernière projection trimestrielle. Est-elle agressive? J'adore. Je crois qu'il est temps que nous parlions de cette fusion que mes gens ont proposée il y a quelques années. Celle dont Ricardo a ri dans la salle. » Elena regarda de nouveau par la fenêtre vers les flèches de la ville qui s'étendaient devant elle. Un nouveau paysage de possibilités. « Je vous écoute, » dit-elle avec un soupçon de sourire dans la voix. « Mais soyons clairs, Diego, ce ne serait pas une fusion. Ce serait une acquisition. Je n'étais plus la partenaire silencieuse, l'épouse recluse, le fantôme dans la machine. Elle était Elena de la Riva Valdés, la femme qui avait construit un empire, l'avait perdue dans l'ombre
et en une nuit spectaculaire, l'avait tout récupéré. Et elle ne faisait que commencer. Conclusion et appel à l'action. Stea. 3 mois après le gala, une saison avait changé. L'air frais de l'automne qui avait salué la révolution d'Helena avait laissé place au froid, mordant d'un hiver madrilène. De la neige saupoudraient les gargouilles du bâtiment Technologies de la Riva. Mais, à l'intérieur du bureau d'Helena, l'ambiance était à la chaleur productive et concentrée. Son leadership n'avait pas seulement stabilisé l'entreprise, mais l'avait revigorée. Le moral était au plus haut, et un nouveau projet, né des mêmes brevets que son père avait créés, montrait déjà des promesses qui éclipsaient tout ce que Ricardo avait accompli dans ces dernières années. Mais la victoire apprenait. Elle avait sa propre architecture émotionnelle complexe. Ce n'était pas un pic triomphant, mais un nouveau paysage à naviguer, complet avec ses propres fantômes. L'histoire d'Helena Valdez n'est pas seulement une vengeance. C'est une leçon magistrale de stratégie de pouvoir et de la profonde force de connaître sa propre valeur. Elle a prouvé que la personne la plus silencieuse dans la salle est souvent celle qui a toutes les cartes, attendant le moment parfait pour jouer une main gagnante. Alors que Ricardo et Sofia poursuivaient les projecteurs, elle possédait toute la scène. Qu'avez-vous pensé de son coup final? Était-ce du pur génie ou une justice froide servie sur un plateau d'argent? Ricardo aurait-il pu le prévoir un jour? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Nous lisons chacun d'eux. Si vous aimez les histoires de retour épiques et voir comment les empires changent en une seule nuit, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir un véritable coup de pouvoir. Et le plus important, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires inoubliables. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune seconde du drame.